Jeudi 29 janvier, bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Bonne année, bonne santé et prospérité pour la justice monégasque en 2026. Le directeur des services judiciaires a formulé ses vœux ce matin et ils étaient positifs. Samuel Vuelta-Simon a dressé un bon bilan des dossiers en cours et s'est montré enthousiaste pour ceux à venir. Il nous le dira lui-même dans quelques instants. Une victoire ou un match nul, c'était la condition pour les barrages. Ce sera un match nul pour l'AS Monaco FC hier soir en Ligue des Champions face à la Juventus Turin. Le résumé de la rencontre à suivre. C'était la journée de la mémoire des victimes de l'Holocauste, un moment toujours très important que commémore le collège Charles III avec ses élèves à travers l'étude. Nous étions sur place. Et puis d'autres élèves se sont transformés en jurés ce matin au Théâtre des Variétés pour noter 6 courts-métrages en compétition dans le cadre du festival Cinéma for Change. Ça leur a plu, vous le verrez, reportage à découvrir à la fin de ce journal. Le directeur des services judiciaires présentait donc ses vœux de nouvelle année aujourd'hui, un moment clé qui permet de faire un bilan de santé des grands dossiers en cours dans la justice monégasque et de dresser les perspectives. Et justement, pour faire le compte-rendu de cette prise de parole, nous sommes en duplex avec lui. Bonsoir Samuel Vuelta-Simon. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur Monaco Info. Vous venez donc de présenter vos vœux pour cette nouvelle année. D'abord, avant d'entrer un peu plus dans le détail, quelles en ont été les grandes lignes de façon générale ? Au cours de cette année, nous avons avancé sur le renforcement de nos juridictions, par exemple, en créant une section financière au parquet général de Monaco, en poussant et en amenant le Conseil national à voter une loi sur la réserve judiciaire qui viendra à terme renforcer les juridictions. Donc il s'agit d'une douzaine de magistrats expérimentés, retraités, qui vont être appelés en renfort, en cas de besoin, pour pouvoir venir intervenir dans nos juridictions en cas de sous-effectif ou de problèmes d'afflux d'activité. C'est un renfort à la fois donc, des juges et des procureurs, vous l'aurez compris, pour faire face éventuellement, alors bien sûr à l'augmentation, je dirais d'année en année, de l'activité judiciaire pénale et civile de notre pays, mais aussi pour pouvoir répondre aux enquêtes qui pourraient aboutir devant les tribunaux et qui concernent des faits de délinquance financière, dont le blanchiment. Vous n'êtes pas sans ignorer que depuis 2 ans et demi, Monaco est pleinement investi dans l'amélioration de son système policier, judiciaire, économique, administratif, pour mieux lutter contre le blanchiment d'argent. Alors, l'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est que dans les prochaines années, pour les prochaines années, de longues années, Monaco se hisse, c'est ce qu'elle est en train de faire au niveau des grandes nations, et puisse justifier d'une efficacité de ce qu'elle a mis en place. Vous voyez qu'on est loin d'une simple entrée ou sortie, enfin sortie pour l'occasion, d'une quelconque liste. Bien entendu, la sortie de la liste du GAFI ou d'Union européenne seront de très bonnes nouvelles pour la principauté, mais c'est pas tant ça qui importe. Ce qui importe, c'est de rendre les choses que l'on met en place pérennes et qu'il y ait une durabilité dans ce qui est mis en place ici. La future présidence que prendra Monaco au comité des ministres du Conseil de l'Europe en juin 2026 devra permettre de développer une entraide pénale internationale. Vous l'aviez dit lors de votre dernière conférence de presse en octobre dernier. Est-ce que ce volet judiciaire international avance à l'approche de cette échéance ? Alors, la présidence par Monaco du comité des ministres du Conseil de l'Europe, plusieurs thèmes ont été choisis, seront à l'ordre du jour. Ça ira du sport aux violences faites aux femmes, de la cybercriminalité aux droits des enfants. Et bien entendu, j'ai souhaité que le thème de la lutte contre le blanchiment d'argent soit un thème important de notre présidence. C'est pour cela que c'est ce thème-là qui a été retenu pour animer ou pour occuper les ministres de la Justice du Conseil de l'Europe lors de la conférence informelle qui aura lieu au mois de juin. Mais c'est aussi un moment au cours duquel nous pourrons expliquer aux autres pays de notre petite communauté de 46 États comment Monaco a réagi et comment Monaco s'est mis en ordre de marche dans le cadre de cette lutte contre le blanchiment. Un autre sujet abordé dans votre prise de parole tout à l'heure, c'est l'Institut monégasque de formation aux professions judiciaires. Il y a plusieurs actualités qui sont en lien avec cet institut. Pouvez-vous nous en parler ? La première, le cœur de métier de cet institut, c'est la formation professionnelle des magistrats,
des greffiers, des agents, de tous ceux qui travaillent autour ou pour le ministère de la Justice, pour la justice, qui collaborent à l'action de la justice. L'autre dimension, ça a été de pouvoir toucher nos étudiants monégasques qui se trouvent dans certaines facultés de droit, Aix, en Provence, Nice, Paris, pour aller leur apprendre, leur enseigner quelque chose qui n'existait pas, le droit monégasque et ses spécificités. Nous avons cette année quelques étudiants qui souhaitent passer le concours de la magistrature monégasque. Donc cette année, au mois de mai prochain, normalement, j'aurai le bonheur de pouvoir convoquer un concours d'accès à la profession de magistrat pour les monégasques en principauté. Et on espère comme ça pouvoir recruter d'autres jeunes étudiants, les attirer vers les professions qui sont là pour servir le pays et les dérouter, mais amicalement, d'autres professions du secteur privé. Troisième dimension, c'est aider aussi à faire rayonner le droit monégasque, à faire mieux connaître les institutions de la principauté par divers moyens. Le premier d'entre eux, c'est éditer le droit monégasque sous forme d'ouvrage. C'est aussi la publication d'une revue, la revue Monaco Droit, revue qui est inspirée de ce qui se fait pour l'économie, pour d'autres thèmes. J'ai voulu un support qui puisse être accessible au plus grand nombre. Vous l'avez dit, l'une de vos grandes préoccupations, si ce n'est la plus grande, c'est de faire connaître, mais surtout faire comprendre la justice monégasque. Est-ce que vous avez le sentiment que cela fonctionne depuis votre arrivée il y a 18 mois ? J'ai ce sentiment peut-être aujourd'hui la justice est mieux connue. Ma principale préoccupation, c'est que la justice de Monaco soit de qualité, soit rendue de manière totalement indépendante, que les retards ne soient pas démesurés, que les stocks ne soient pas incontrôlés. Et ça, aujourd'hui, c'est une réalité déjà. Il est resté à le faire savoir. C'est un peu l'idée de cette ouverture, faire connaître la justice, c'est ça. C'est expliquer aux habitants de la principauté, mais surtout au dehors de la principauté, aux futures personnes qui veulent venir s'y installer, qui veulent venir y investir, vivre, en leur indiquant que c'est un pays qui est sûr, nos rues sont sûres, mais il reste aussi à assurer ou améliorer la sécurité de tout notre environnement. Le secteur financier est un environnement comme un autre, et lutter contre le blanchiment d'argent, c'est quelque part assurer une sécurité financière. Voilà, donc vous voyez, c'est un enchaînement de choses qui font que montrer la justice, c'est pas simplement de l'étalage, mais c'est faire comprendre aux gens qui sont intéressés le fonctionnement du pays, et que Monaco est un pays qui n'a rien à envier à beaucoup d'autres grands pays qui nous entourent. Et d'ici là, nous continuerons à suivre avec attention tous ces dossiers en cours. Merci beaucoup Samuel Vuelta-Simon, secrétaire d'État à la Justice, d'avoir répondu à nos questions ce soir sur Monaco Info. Merci beaucoup. Ouvrons maintenant une large page de sport avec tout d'abord du football et cette excellente nouvelle pour l'AS Monaco. Bien que mal en point en championnat, les Monégasques se sont finalement qualifiés hier soir pour les barrages de Ligue des Champions après un match nul 0-0 face à la Juventus Turin. Un sacré soulagement pour l'AS Monaco, comme vous l'explique Frédéric Elion qui a suivi la rencontre au stade Louis II. Oui, c'est sans doute le 0-0 qui satisfera le plus les supporters monégasques cette saison. Certes, il n'y a pas eu de victoire, mais ce point du match nul obtenu face à la Juventus Turin est ô combien important puisqu'il permet aux Monégasques de sécuriser leur qualification pour les barrages après un match où Monaco aura plutôt dominé cette rencontre face à des Turinois qui n'ont pas proposé grand-chose. C'est l'ASM qui a eu les meilleures situations, notamment en première période où Vanderson s'est créé deux belles occasions, mais au final ce 0-0 satisfait tout le monde, les Turinois qui se qualifient pour les barrages, tout comme les Monégasques. Pas vraiment d'effusion de joie dans le vestiaire, mais surtout du soulagement. Ça fait du bien dans cette période un peu grise à l'image de la journée d'aujourd'hui, mais ça fait du bien pour les joueurs, pour le staff, pour les supporters, parce qu'on travaille de manière intense chaque jour pour se permettre d'avoir ce genre de moment, et atteindre les playoffs, c'était certainement un des 3 objectifs de cette année. On en a franchi un avec
des bonnes prestations depuis mon arrivée en Champions League. On aurait pu déjà être qualifié avant si on avait été un peu plus clinique devant le but à certains matchs. Mais voilà, on a eu 4 clean sheets et aujourd'hui on s'est battu avec toutes les armes qu'on avait, avec notre trip et avec un grand cœur. Et voilà, je pense que la qualification, elle est méritée. We knew in the beginning that a draw is enough, so we focused first to keep the clean sheet. I think we defend very well. I remember just the first shot in the first half of Openda. We defend very well. Unlucky with the offside goal. Mahnes also a chance from the goalkeeper's pass, but I think the focus in the last 2 games was more on the defense part, and we did a good job. Communication on the pitch was very good. I think you saw it also that everybody helped each other, and that was the most important. So very happy to have the clean sheet in the next round. C'est un objectif pour nous, pour le club, pour le joueur aussi, donc on est vraiment content. Donc maintenant on a trouvé un bon fondement pour jouer, une bonne base. Ça c'est vraiment important et maintenant on doit avancer comme ça. Et Monaco ne connaît pas encore son adversaire pour les barrages. Il y a 2 options, soit le Paris Saint-Germain, soit Newcastle. Justement, réponse demain à vendredi. Merci Frédéric pour ce résumé. Et cette rencontre s'est déroulée dans un contexte particulièrement tendu. 3 heures avant son coup d'envoi, près de 200 supporters de l'ASM se sont rassemblés du côté de la digue de Fontvieille pour exprimer leur mécontentement sur la situation actuelle du club. Sur la banderole déployée en tête de cortège, on pouvait lire « Ne laissons pas couler l'AS Monaco ». Avec ça, des chants réclamaient également la démission de la direction et du directeur général Thiago Scuro. Le message est clair et sans concession. Autre actualité sportive, en basket cette fois, 25e journée d'Euroleague demain, la Roca Team reçoit la Virtus Bologne dans un contexte extrasportif instable également. Après 2 défaites consécutives dans cette compétition, Monaco veut se relancer. Avant ce match, je vous propose d'écouter l'entraîneur Vassilis Panoulis ainsi que Nicolas Mirotic. Ils sont au micro de Frédéric Elion. It's a good time to bounce back, especially playing at our home. Obviously, come after 2 tough losses in EuroLeague. In this moment of the season, every game it's very, very important. So we know what we need to do. We watched a lot of film. We are ready. We are healthy, and we can go for the win. There's a very good team in cutting, one of the best teams in cutting in EuroLeague. They play a lot of off-ball actions. They're athletic team. They have a very good coach, very good coachable team. And we lost the first game there in the last shot. So now we go in the last 14 games of the season. So we have to be very focused and not to make mistakes. Et je le disais, dans une situation extrasportive instable qui serait liée à des difficultés financières et une possible reprise, l'ASM Basket a publié ce matin un communiqué dans lequel elle assure que les activités du club se poursuivent normalement malgré cette phase de transition autour de laquelle, je cite, « toutes les parties prenantes sont pleinement alignées et travaillent activement à la mise en place d'une solution à long terme ». Fin de citation. C'est l'anniversaire de la Fondation Sancta Devota, 30 ans d'engagement que sont venus saluer de nombreuses personnalités hier soir à l'hôtel Hermitage lors d'une soirée officielle, dont le Prince Souverain. Une équipe de Monaco Info était sur place, voyez son reportage. Créée il y a 30 ans de cela, la Fondation Sancta Devota a pour mission d'apporter une aide d'urgence et de soutenir des projets solidaires porteurs, qu'ils soient humanitaires ou environnementaux, à Monaco comme à l'international. Retour sur la naissance de cette fondation et sur les valeurs qui ont guidé sa création que l'on doit à Jean-Jacques Lemoyne. La Fondation Sancta Devota a été créée en 1995 par M. Jean-Jacques Lemoyne, qui, lors de ses activités professionnelles passées, notamment de conseil juridique, a été le détenteur de 10% des droits d'auteur de Ravel. Et M. Lemoyne a fini sa vie à Monaco et a légué toute sa fortune à la Fondation Sancta Devota. L'objet de cette fondation, c'est essentiellement l'éducation, la protection de l'environnement et on a également une enveloppe annuelle pour apporter de l'aide quand il y a des situations d'urgence, par exemple tremblement de terre ou autre. Ce que j'espère, c'est que la fondation se développe, soit de plus en plus connue et que plusieurs fédérations, que ce soit notamment monégasques, se fédèrent pour qu'il y ait une sorte de synergie entre elles pour porter des projets et pour qu'il y ait le plus d'impact possible sur les gens que nous aidons.
Au fil des années, son action s'est étendue bien au-delà des frontières de la principauté. La Fondation s'est récemment mobilisée lors de crises humanitaires majeures, comme après le tremblement de terre qui a fragilisé le Maroc, ou encore à la suite des typhons qui ont frappé le Vietnam et le Cambodge. Une soirée d'anniversaire qui a su rappeler que la solidarité s'inscrit dans la durée, car depuis 1995, l'engagement de la Fondation n'a jamais faibli, porté par une action exigeante, discrète et responsable. Avec plus d'une centaine de projets soutenus, la Fondation Sancta Devota entend aujourd'hui poursuivre son action et ne pas s'arrêter en si bon chemin. La journée de la mémoire des victimes de l'Holocauste est une date très importante et à ce titre toujours commémorée dans les écoles. C'est à cette occasion que l'amphithéâtre du collège Charles III a accueilli des collégiens et des lycéens ce jeudi. Une journée d'études centrée autour de la thématique des victimes des crimes contre l'humanité. Journée qu'ont suivi Fabien Bonilla et Alexandra Paolini. 4 interventions ont été organisées tout au long de la journée à l'amphithéâtre du collège Charles III. Des élèves de 3e à la terminale ont pu assister à ces conférences sur la Shoah, autrement dit l'extermination des Juifs, 6 millions de Juifs assassinés par l'Allemagne nazie. C'est une journée importante qui se fait depuis des années. C'est la journée donc, de la mémoire de la Shoah et de la prévention des crimes contre l'humanité. Donc, c'est une journée qu'on fait en lien avec le Conseil de l'Europe, à l'initiative du Conseil de l'Europe. Et donc, c'est une journée qu'on fait depuis plusieurs années. Et cette année, l'équipe a décidé de travailler sur les crimes contre l'humanité, du point de vue juridique, du point de vue philosophique et du point de vue historique. Et je crois que c'est une notion qui parle maintenant malheureusement à tout le monde dans l'actualité. Donc je crois que cette journée, au-delà de l'aspect mémoriel, a un impact significatif sur la réflexion de nos élèves. La thématique principale de cette journée d'études, les victimes des crimes contre l'humanité. Il faut comprendre le temps long et comprendre l'histoire des persécutions en Europe au XXe siècle et en France et à Monaco. Et donc je vais parler de la destruction et la reconstruction de la communauté juive en France de 1940 à 1950 et comprendre les mécanismes qui ont amené un crime contre l'humanité, le pire des crimes contre l'humanité qui est le génocide des Juifs d'Europe, puisque sur 9 millions de Juifs en Europe en 1939, 6 millions ont été assassinés, les 2 tiers ont été assassinés. Ces conférences ont été organisées dans le cadre de la journée de la mémoire des victimes de l'Holocauste, une journée ô combien importante dans un contexte international inquiétant, comme l'a écrit le prix Nobel de la paix de 1986, Elie Wiesel, « Oublier les morts serait les tuer une seconde fois ». D'autres élèves de la Principauté ont passé une matinée pas tout à fait comme les autres aujourd'hui. 260 enfants avaient rendez-vous au Théâtre des Variétés pour noter 6 courts-métrages en compétition dans le cadre du festival Cinema for Change. Et ils ont pris leur rôle très au sérieux, comme vous allez le voir dans ce reportage de Sarah Nkari et Camille Caloni. Stylo dans une main et feuille de notation dans l'autre, les 260 élèves visionnent tour à tour les 6 courts-métrages liés au développement durable qui leur sont présentés. Les migrations, la santé ou encore le réchauffement climatique font partie des thèmes abordés dans cette compétition du festival Cinema for Change, créé il y a 15 ans par le producteur Marco Béron. Mais l'idée, c'est de les embarquer dans la citoyenneté. Leur montrer qu'ils sont importants, parce que s'ils votent, ils sont importants, mais que s'ils votent ici, même s'ils sont encore très jeunes, on va leur montrer indirectement, et puis plus on va grandir, aller de l'avant avec des plus grands, plus on leur dira, si vous votez là, un jour vous allez voter dans la société, parce qu'on a besoin de vos votes, parce qu'on est en démocratie. Donc c'est pas ce qu'on va aborder là, mais on les embarque sur ce terrain, et puis surtout on les met en valeur. L'idée de débattre, c'est leur dire, je prends le micro et je dis ce que je pense. 1000 classes dans 27 pays différents participent en tant que jury cette année. Et aujourd'hui, c'était au tour des petits monégasques de donner leur avis critique. Moi, mon film préféré, c'était vraiment peut-être la vieille dame. C'était une vieille dame dans une maison de retraite et il fallait qu'on la laisse en bonne santé. Il fallait qu'elle soit, donc les vieilles dames, les personnes âgées, les personnes qui ont besoin, qu'elles soient toujours en bonne santé. J'ai beaucoup aimé Voyou, parce que ça représentait l'égalité entre les filles et les hommes, et que c'était vraiment joli à écouter et à regarder. Le prix des enfants sera connu lors de la cérémonie de clôture du festival en avril prochain à Paris. Quelques chanceux iront dans la capitale française décerner le prix sur scène. Après tout, c'est à eux que le monde appartient.
Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un court instant, les prévisions météo présentées par Alban Gingembre. Ensuite, il était notre invité au début de ce journal. Ne manquez pas la rencontre avec Samuel Vuelta-Simon. Le secrétaire d'État à la justice est interrogé par Yann-Anthony Nogues. Je vous laisse sur les plus belles images de la rencontre fructueuse de Ligue des Champions hier soir au stade Louis II entre l'AS Monaco et la Juventus Turin. Les photos sont signées Manuel Vitali. Excellente soirée sur Monaco Info et à demain, 19h. Bonsoir à tous, quelques nuages s'inviteront dans le ciel. Demain à Monaco, une météo changeante est attendue avec un ciel souvent gris, des températures légèrement plus fraîches, comprises entre 6 et 12 degrés. La pluie n'est pas encore de retour, mais ça ne saurait tarder dans les prochains jours. Le 30 janvier, nous fêterons les Martines.